Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission Fan du crédit et aujourd'hui on va parler intelligence artificielle. Alors pas intelligence artificielle dans l'application forcément du métier d'intermédiaire bancaire, mais par contre dans la méthodologie qu'il y a, parce que généralement on se dit l'IA ça va tout faire, ça va tout remplacer, ça peut créer des crispations, des angoisses, mais ça peut aussi ouvrir des champs des possibles. Et qui de mieux pour en parler que le cofondateur avec son frère de Mysteria. Bonjour Martin. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Martin Pavanello, je vais te laisser te présenter et puis présenter un peu Mysteria. Très bien, avec plaisir. Donc Martin Pavanello, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je sais pas quand sortira la vidéo, mais j'aurai certainement... Ça devrait pas être trop long. J'aurai certainement toujours 27 ans. J'en suis à ma deuxième boîte, parce que j'ai créé une première boîte dans l'immobilier il y a à peu près maintenant 2021, donc ça va faire 4-5 ans. On a créé une première boîte qui était un média immobilier et puis on formait des agents immobiliers globalement et on créait du contenu pour eux. Et quand ChatGPT est sorti fin 2022, dans la formation d'un agent immobilier, on s'est dit là, il y a une petite brique qui vient de s'ajouter quand même, c'est comment on peut aider les agents immobiliers à utiliser de l'IA. Donc on a commencé comme ça fin 2022 et fin 2023, pardon. Et en fait, le projet a pris beaucoup d'ampleur puisque des agents immobiliers, on s'est dit, tiens, c'est marrant, les notaires ont ce même besoin d'être accompagnés. Tiens, les bailleurs sociaux dans l'immobilier ont ce même besoin d'être accompagnés. Donc, on a grossi comme ça dans le secteur immobilier pour aujourd'hui être tout secteur confondu puisqu'on a à peu près la moitié de l'activité qui est secteur immobilier. L'autre moitié est aussi bien des banques que des assureurs, que des chambres d'agriculture. Et c'est très large. Et donc, Mysteria, c'est dans tout cet écosystème, c'est deux choses. C'est du conseil. On aide toutes ces entreprises à identifier comment déployer de l'IA, quels outils déployer, parce qu'entre nous, on parle beaucoup de ChatGPT, de Claude, de Copilot. Puis quand je suis une entreprise et que je dois prendre 500 licences, quel outil je prends, pour quelles équipes, est-ce que je les forme ou pas, c'est pas si facile. Donc nous, on les aide sur toutes ces stratégies de conseil et on les forme. Parce qu'on en reviendra dessus. Pour nous, c'est un outil sur lequel il y a un besoin de formation qui est énorme. Et donc, on forme les collaborateurs à utiliser ces outils-là. Donc, en plus que tu as des graduations, c'est-à-dire que tu as les versions de base et puis après, tu as souvent des versions améliorées ou spécialisées. C'est ça, il y a plein de versions différentes, plein d'outils différents, plein de licences différentes. Et les outils évoluent à une vitesse folle. Et donc, c'est très dur pour les collaborateurs de s'y retrouver. Donc, nous, vraiment, on insiste sur ce besoin de formation. On les forme beaucoup. Et ces deux activités, ça fait au bout de 2 ans à peu près un peu plus de 100 collaborateurs. Chez Mysteria, à peu près 1000 clients, on est bientôt à 1000 clients et on fait sur la partie consulting une 20aine de missions par mois et sur la partie formation 250 sessions de formation en présentiel tous les mois. Et avec une grosse particularité, c'est que même si la boîte est parisiano-parisienne, on est dans le centre de Paris et on a beaucoup de Parisiens, on a quand même 80% de l'activité et 80% des effectifs qui sont hors Paris. D'accord. Donc aujourd'hui, on est partout en France, on est dans 7 pays même. Alors quand je dis 7 pays, on n'est pas présent dans 7 pays, mais on forme dans 7 langues dans 7 pays. Donc on le fait en visio pour l'instant. Demain, j'espère sur place. Donc voilà un petit peu aujourd'hui l'étendue de ce que fait Mysteria et qui se déploie tous les jours puisqu'on crée des nouveaux services très régulièrement, au moins 2-3 fois par an. On crée des nouveaux services, on ouvre des nouvelles villes. On a ouvert à Lyon récemment. Donc voilà, tout ça se développe plutôt bien. Eh ben écoute, formidable. Enfin moi, j'ai le bonheur et le plaisir de te connaître, de te côtoyer depuis déjà quelques temps, notamment sur les salons spécialisés dans les nouvelles technologies. Alors l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle s'invite partout. Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis 2-3 ans principalement et ça s'accélère. On voit bien que cette incidence-là, elle a des impacts sur nos organisations, sur éventuellement l'évolution des métiers dans tous les sens du terme. Et est-ce que c'est vraiment une révolution industrielle ou c'est une évolution technologique très rapide ? Je pense que c'est plus une révolution industrielle. Je pense qu'on sous-estime, j'y sens sur l'IA, on surestime à court terme son impact, et je pense qu'on le sous-estime totalement à long terme. À court terme, déjà la première chose à avoir en tête, c'est qu'à court terme, c'est pas une révolution technologique. La révolution technologique, elle a eu lieu en 2015, 2017. Si on parle des premiers modèles d'IA générative, parce que l'IA, si on parle même de juste d'IA, il faut remonter dans les années 40 pour les premiers modèles d'IA. Le mot intelligence artificielle est prononcé en 52 ou 54, je crois, la première fois. Donc c'est très vieux. Arrive 2015, les IA génératives telles qu'on les connaît. Je peux parler à une IA, je peux lui faire analyser un document, lui faire comparer des docs, lui faire des recherches, etc. Ça, c'est 2015. Ensuite arrive une grosse révolution d'usage
qui est ChatGPT. Donc le fin 2022, là, la fameuse date du 30 novembre 2022, c'est beaucoup plus une révolution d'usage qu'une révolution technologique. Parce que si en 2020, vous étiez en capacité de créer une interface, de brancher une API, vous pouviez utiliser le modèle GPT-3, par exemple. Mais c'était difficile d'accès. Moi, j'y avais pas accès, je savais pas développer. Donc fin 2022, on a cet outil qui est rendu disponible pour tout le monde grâce à l'interface ChatGPT. Et donc pour la première fois, je dirais, l'IA se démocratise. Donc révolution industrielle ancienne, donc la révolution technologique ancienne, révolution d'usage très récente, fin 2022, avant 2022 il se passe rien, mais cette révolution d'usage, elle va entraîner une révolution industrielle très 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 forte. C'est sûr à tous les points, même quand on compare ça à Internet, hein, Bill Gates nous dit que c'est une révolution plus forte qu'Internet, plus impactante. Internet a connecté les gens dans le monde, nous a permis de fluidifier les flux d'informations, ça se dit comme ça, mais d'accélérer les flux d'informations. C'est bien. Là, c'est différent. On a une intelligence dans notre poche. On a un outil qui a la capacité de réfléchir mieux qu'un humain sur tout un tas d'aspects, moins bien sur d'autres, heureusement. On n'est pas encore des robots. Mais elle réfléchit mieux que nous sur tout un tas d'aspects. Elle prend des décisions en prenant en compte des milliers de critères avec une rapidité folle. Donc, c'est pour moi très, très, très différent. Et donc, je pense qu'à court terme, on le surestime parce qu'à court terme, ça reste du ChatGPT, si je caricature. Donc aujourd'hui, on est loin d'avoir des IA qui font la moitié du travail d'une entreprise. On nous a vendu un petit peu ça va supprimer 500 millions de jobs, ça va faire le travail de toutes les entreprises. Non, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, essayons déjà de bien utiliser ChatGPT, c'est déjà très bien. On va tous gagner 1 heure par jour. Donc à court terme, attention. Par contre, à moyen et long terme, on sous-estime. Je pense ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Ça va remplacer beaucoup de jobs, c'est à peu près sûr. Oui, mais modifier des jobs, c'est-à-dire des gens qui vont upgrader par rapport à ça, avec... Exactement, il y aura plein de modifications, mais ça va prendre du temps. Je crois que je regardais hier, il me semble si je dis pas de bêtises, entre la création de la machine à vapeur et la première utilisation des machines à vapeur dans des usines pour faire tourner des machines, il y a eu 100 ans. Oui. Donc c'est assez marrant. Oui, mais les évolutions suivantes ont été beaucoup plus rapides. Un peu plus rapides. Mais là, si on est sur la dernière grosse révolution industrielle, si on dit que c'est Internet, entre la naissance d'Internet et Facebook qui commence à être utilisé, ou Amazon ou Uber, il y a quand même 10-15 ans aussi, en fait. On parle de fin des années 90 pour la révolution Internet, le début d'Internet. Il faut attendre au moins 2010 pour avoir une vraie grosse révolution impactante. Google en 2010, c'est pas grand-chose quand même. Donc il y a au moins 10-15 ans. Il n'est pas exclu que là aussi, alors ça n'a pas mis 100 ans, ça a quand même peut-être mis plus 10-15 ans, il n'est pas exclu qu'entre ChatGPT et une utilisation massive qui vienne comme ça impacter un process ou tout un pan de l'activité et faire x10 en productivité, c'est pas impossible que ça prenne là aussi 5 à 10 ans. Ça ne prendra pas 100 ans, mais ça peut prendre 5 à 10 ans. Donc, à court terme, il y a plein de choses à faire, allons-y, mais ne surestimons pas la chose. Par contre, soyons prêts, parce qu'à moyen et long terme, je pense que ça va avoir beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense aujourd'hui. Alors, je profite de ton expertise, etc. là-dessus. J'entends souvent parler, je me suis renseigné, et puis je suis un utilisateur basique, mais je suis un utilisateur quand même, des différentes IA. Alors, j'ai cru lire qu'il y avait à peu près 7 grandes familles d'IA, et puis des modèles, voire des sous-modèles, etc. Comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Est-ce que tout le monde se dit, je veux mettre de l'IA chez moi, mais ouais. Je vais choisir quoi comme IA? C'est pas facile. Je pense, pour simplifier la chose, faut séparer l'écosystème IA en deux, si on se fait simple. Il y a les interfaces et les IA, ou les outils et les IA. Une IA, c'est un modèle qui va recevoir une de vos phrases, une de vos instructions, qui va réfléchir et qui va vous répondre. Cette IA, c'est la fameuse GPT-3 dont je parlais tout à l'heure, qui peut être accessible à partir de 2015, parce qu'elle existait. En tout cas, c'était GPT-1 à l'époque, mais on pouvait utiliser ce type d'IA à partir de 2015. Donc, une IA aujourd'hui, vous pouvez vous dire, je crée une interface et je branche une IA. Je prends une IA qu'on appelle open source, donc qui est un peu libre sur Internet, et je la mets dans mon téléphone, et je pourrais parler à mon IA. Ça, c'est tout l'écosystème IA. Des modèles d'IA, il en existe 100 000. C'est énorme. Des modèles d'IA, il en existe de partout. Les plus gros, si on prend vraiment ceux qui comptent dans le monde, vous avez les modèles de OpenAI, donc les GPT, les modèles d'Anthropic, Claude, les modèles de Mistral, le français, qui sont très bien, les modèles de Facebook, Llama, et si j'en cite un autre, les modèles chinois, DeepSeek qui est un super modèle chinois, etc. Ça, c'est les modèles. Et les modèles, tout seuls, ils ne peuvent pas être utilisés. Ils sont utilisés grâce à une interface ou grâce à un outil. C'est là qu'on retrouve ChatGPT, qui vous permet de parler à GPT-5. Vous retrouvez Copilot de Microsoft, qui vous permet lui aussi de parler à GPT-5. Donc ça, c'est bien l'interface qui me permet de parler à une IA ou à un modèle. Modèle ou IA, c'est pareil. Donc ça, pour moi, c'est les deux choses les plus importantes à comprendre. De la même manière, s'il y en a parmi les auditeurs qui sont fans de Formule 1, on peut avoir aujourd'hui, alors je vais peut-être dire n'importe quoi sur les moteurs, on peut avoir un moteur Mercedes qui tourne sur une Mercedes, mais qui tourne aussi sur... ils équipent d'autres modèles. Sur une Alpine, par exemple. Ce sera le cas, je crois, bientôt d'ailleurs.
Donc, il y a le moteur et il y a la carrosserie. C'est pareil sur l'IA. Le même moteur Mercedes, si on compare ça au moteur GPT-5, qui est l'IA, peut tourner sur une carrosserie ChatGPT ou sur une carrosserie Copilot. Donc ça, c'est deux choses bien importantes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se disent quelle IA choisir. Et moi, je leur dis pas quelle IA il va falloir choisir. Je leur dis quel outil d'IA il va falloir choisir. Parce que c'est beaucoup plus important d'avoir un outil, une interface qui est complète, facile d'utilisation, agile, connectée à vos outils, plutôt que de se dire est-ce que GPT-5, il est vraiment meilleur que Claude 4.5? Est-ce qu'il est vraiment meilleur que Mistral X? Aujourd'hui, les modèles sont tous très bons. Les IA sont tous très, très performantes. Je dis pas qu'il n'y a pas de différence entre tous, mais c'est dur pour un collaborateur de faire la différence entre GPT-5, GPT-5 Mini, GPT-5 Thinking, Claude 4.5 Sonnet. Même nous, en interne, il y a des fois où on utilise à peu près n'importe quel modèle parce que c'est pas notre sujet. Par contre, je peux vous faire une hiérarchie très claire de quels sont les meilleurs et les moins bons outils d'IA. Et donc, c'est ça qui est vraiment important. Il y a l'interface, l'outil, le produit, comme on dit en dev, et il y a l'IA que je branche derrière. Donc c'est surtout comme ça qu'il faut réfléchir. Et des modèles d'IA, il y en a 100 000, des outils d'IA et des interfaces, il y en existe là aussi 100 000. Mais retenez les 5-6 que j'ai mentionnés déjà, c'est pas mal. Alors, tu as anticipé un petit peu ce que je voulais te poser comme question aussi, mais qu'on va compléter. Ouais. C'est aujourd'hui, les utilisateurs, la plupart du temps, ne prennent pas le temps d'analyser effectivement ces outils, si j'ai bien retenu. L'IA étant plutôt un booster par rapport à ces outils. Et du coup, ces utilisateurs, ils vont aller sur une fraction relativement limitée des capacités ou des possibilités de l'outil et de l'intelligence artificielle. Alors, comment ça se passe? On peut se lancer, on a des repères, on va voir un expert, on lit de la documentation spécialisée là-dessus. Il y a plein de choses. C'est pas facile. Alors c'est très facile de se lancer dans l'IA tout seul. Très facile. Vous téléchargez ChatGPT, vous prenez la version gratuite, vous pouvez parler à ChatGPT dans 3 minutes. Donc c'est très facile de se lancer. Et d'ailleurs, on sent une pénétration énorme. Hein. Les chiffres, c'est 800 millions d'utilisateurs aujourd'hui actifs sur ChatGPT toutes les semaines. C'était 1 million au bout de 5 jours, 100 millions au bout de 2 mois. On est à 800 millions aujourd'hui. On va aller dans le milliard et quelques d'utilisateurs assez prochainement. Donc il y a une pénétration qui est folle parce que c'est facile d'utilisation. Ce qui est très pervers dans l'IA, c'est que la première marche est facile et la deuxième marche est beaucoup plus haute. Et en fait, nous, les 90% des gens qu'on voit utiliser de l'IA en entreprise sans avoir été formés, quand on arrive en formation, on leur dit « Super, tu utilises ChatGPT tous les jours, qu'est-ce que tu fais avec ?» Je fais mes recherches et je fais mes mails. Et j'écris des courriers. Allez. C'est bien, mais c'est 0,1% de ce que peut faire ChatGPT. Et donc nous, à la fois, on dit « La première marche, c'est bien, elle a été passée facilement, vous avez déjà gagné un peu de temps grâce aux mails, grâce aux recherches, mais on peut faire tellement plus. » C'est un peu comme si je vous dis je vous donne une Ferrari, quand j'arrive à la formation, on me dit « Ah bah c'est bon, je maîtrise la Ferrari, incroyable, je la démarre. » Ok, c'est bien de la démarrer. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous faites du circuit? Est-ce que vous montez à 500 km/h? Est-ce que vous faites des virages rapides, des virages lents? Et donc, c'est un peu la même chose sur ChatGPT. Tout le monde arrive à le démarrer, mais qui arrive vraiment à aller gagner 2 heures par jour sans être formé? C'est dur. Il faut vraiment creuser. Et il y a plusieurs choses à creuser. Il y a creuser les IA derrière ChatGPT quand même, parce qu'aujourd'hui, tout est plus ou moins regroupé derrière GPT-5, pardon. Mais il n'y a pas si longtemps, il y avait 7 modèles d'IA derrière GPT. Alors là, quand on arrive en formation, les gens me disaient, mais ah bon, je savais même pas qu'il y avait 7 modèles. Ben si, il y en avait 7, donc on parle pas aux uns comme aux autres. Creuser les fonctionnalités de ChatGPT. 3/4, mais je dis 3/4, mais c'est même beaucoup plus. Des collaborateurs qui utilisent au quotidien GPT sans s'être formés me disent, ah bon, je peux mettre des documents? Ah bon, je peux faire des projets? Ah bon, je peux utiliser un mode agent qui est un peu autonome? Très mauvaise connaissance, et c'est normal, des fonctionnalités. Et 3e point, mauvaise connaissance des cas d'usage. Parce que là aussi, utiliser ChatGPT, c'est bien, mais quand je suis courtier, j'utilise pas comme quand je suis agent immobilier, ni comme quand je suis responsable marketing dans une chambre d'agriculture, ou encore quand je suis oui, parce qu'il faut l'éduquer, cette intelligence artificielle. Il faut l'éduquer un petit peu. Plus on va dans la technique, plus on est obligé de l'habituer. Alors, tu évoquais tout à l'heure les courriers, il faut qu'ils ressemblent à mon style d'écriture ou qu'ils respectent un certain nombre de règles. Ouais. Sur des recherches, etc. Effectivement, il faut aussi qu'ils tiennent compte de mes prérogatives ou de mes sentiments. C'est pas tant de l'entraîner. L'entraîner, c'est plutôt une étape supérieure. Ce qui est important avec les IA, c'est d'être clair dans ce que vous voulez leur faire faire. Et ça, c'est le plus dur. Oui, c'est l'écriture du prompt. C'est l'écriture du prompt. C'est vraiment. Et là aussi, depuis 2 ans, on entend le prompt est mort. Bientôt, on n'aura plus besoin de prompt. Bientôt, on aura des IA qui comprennent. Moi, je dis souvent quelque chose. Un collaborateur, un français moyen, moi compris, on a déjà du mal à exprimer ce qu'on veut faire. Tous autant qu'on est. On le voit dans les consignes qui sont données dans les entreprises. Il y a les 3/4 qui sont mal données, donc on n'arrive pas à avancer. Avant qu'une IA, elle comprenne que mon instruction, elle a été mal donnée parce que
je sais pas donner une instruction, ou parce que je sais la donner mais que je suis fatigué, ou parce que en fait c'est bien ça que je veux donner comme instruction, on n'y est pas. Donc l'IA, elle va continuer pendant longtemps à être sensible à la qualité du prompt. Et si vous ne dites pas qu'il faut faire 8 parties, elle va pas deviner toute seule qu'il faut faire 8 parties. Si vous ne dites pas que dans son explication, vous voulez un exemple par partie, sauf dans la partie 8 où vous voulez 3 contre-exemples, elle va pas l'imaginer toute seule. Donc, Faut que je lui écrive. faut que je sois hyper clair avec une IA. Ce qui est au demeurant très dur pour un collaborateur, parce qu'on n'a pas appris à faire ça. Donc, c'est pour notre cerveau. Donc, moi, tous les jours, et je prompte 200 fois par jour depuis 2 ans, 3 ans maintenant, 3 ans bientôt. Même encore aujourd'hui, j'apprends le prompt, parce qu'au fur et à mesure, je me rends compte que c'est sensible à droite, sensible à gauche, etc. Et donc ça, c'est l'aspect le plus dur. Le fait d'entraîner une IA, ce serait l'étape un peu au-dessus. Ce serait de se dire, je l'ai tellement prompté que maintenant, elle me connaît très très bien. Elle a des référentiels, c'est ça. Elle a un peu plus de référentiels, et donc elle saura toujours pas ce qu'il y a dans ma tête. Par contre, en effet, quand je lui fais un mail, je lui ai déjà dit 500 fois que le mail, je voulais pas qu'elle mette j'espère que ce mail se trouve en bonne santé, donc elle arrête de l'écrire. Et ça, elle commence à s'améliorer un peu comme ça, elle va continuer. Nous, on fait beaucoup de missions de conseil, donc très souvent, quand on lui donne nos restitutions de missions de conseil, elle va relire tout ce qu'on avait dit comme critique sur les anciennes missions, donc ça nous permet d'améliorer, ça c'est sûr. Elle apprend un petit peu, mais pour moi, l'apprentissage d'une IA, en tout cas comme on l'entendait, de dire je m'approprie IA qui me connaît parfaitement, etc., c'est vraiment une couche supérieure à déjà bien prompter. Je pense que déjà quelqu'un qui prompte très bien, qui est très clair avec une IA, va pousser GPT à 50% de ses capacités. Aujourd'hui, on utilise 10% d'un chat GPT. D'accord. Et donc, la première couche, elle est là-dessus. Et c'est trop souvent sous-estimé. Et on le voit dans les générations qui arrivent, nous, c'est assez bluffant. C'est de pire en pire. On a de plus en plus de mal à donner une instruction claire. Et ça va. J'ai écrit une tribune il y a 3 jours sur pourquoi l'arrivée de l'IA générative doit doit provoquer un sursaut mathématique. Autrement dit, pourquoi il est de plus en plus important de faire des mathématiques dans ce monde d'IA. Et c'est exactement ça. C'est quand on regarde les courbes. Ça t'oblige à poser les choses. Exactement. Poser un problème, être structuré, savoir avoir un esprit de synthèse, d'analyse. Et ça, malheureusement, on l'apprend pas en jouant à la pétanque, on l'apprend en faisant des maths. Et c'est une caractéristique, c'est pas que j'aime bien les maths. Moi, si c'était la musique, tant mieux, on ferait de la musique, ça m'est égal. C'est juste qu'on se rend compte, nous, en utilisant toutes les journées des IA, que les gens qui utilisent le mieux, qui le poussent le plus loin, surtout cet outil d'IA, c'est ceux qui ont un esprit hyper analytique. Structuré et analytique. Ouais, exactement. Et donc ça va durer, je pense, encore pendant un petit moment. Je vois pas encore le moment le moment où les IA seront vraiment autonomes et pourront imaginer ce qu'on veut dire sans qu'on les dise. Ça va prendre du temps, à mon avis. Alors, on va revenir sur la thématique de la table, c'est la méthodologie de l'intelligence artificielle. En fait, ce que je voudrais, c'est que tu me résumes un peu, parce que tu l'as déjà abordé un petit peu. Comment ça se passe ? Je décide d'aller là-dessus. Il faut d'abord que je fasse, comme tu dis, une cartographie de mes besoins. Il faut que j'identifie si jamais c'est vraiment nécessaire d'aller mettre de l'IA. Il faut aussi, parce que je vais faire appel à des bases de données la plupart du temps dans notre métier, est-ce que je dois aussi m'assurer que les bases de données sont claires et propres, parce que sinon, je vais avoir des résultats. L'IA, c'est un outil, donc il va être obligé d'aller chercher les informations. Si les informations sont erronées, il nous donnera des mauvaises informations. Pour plagier Jean-Pierre Coff dans la cuisine, on ne peut pas faire un bon plat avec des aliments pourris. Je dirais pas le mot qu'il a utilisé. Mais voilà, c'est quoi la bonne méthodologie pour mettre en place l'IA ? Bon, il y a 2 typologies. Il y a la méthode quand on est collaborateur et la méthode quand on est chef d'entreprise ou manager. Quand on est collaborateur, le plus simple, c'est aller voir des vidéos, aller tester des vidéos gratuites sur YouTube. Il y a plein de choses. Tester toutes les fonctionnalités de ChatGPT. Et tous les soirs, notez-vous, déjà, ne vous éparpillez pas sur 50 outils. Je vois beaucoup trop de monde qui me disent j'utilise 13 outils d'IA. Moi, j'en utilise 2, 3 maximum. Je pense que j'ai une bonne utilisation de l'IA. Donc, je pense, ne vous éparpillez pas trop. Ne changez pas sans cesse de ChatGPT à Claude ou de Claude à ChatGPT à Mistral. Les outils, ils évoluent pas à la même vitesse, c'est sûr, mais ils sont tous sans arrêt en train de se dépasser les uns les autres. Donc, prenez un outil. Tantôt, vous aurez 2 mois de retard, tantôt, vous aurez 2 mois d'avance sur les autres. Mais prenez un outil, apprenez à l'utiliser et tous les soirs, notez-vous toutes les tâches de votre journée sur lesquelles vous auriez pu utiliser de l'IA. Ça marche parfaitement et vous allez voir et testez-les avec de l'IA. Et donc, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez faire de plus en plus de tâches avec de l'IA. Et déjà là-dessus, vous allez tous gagner 1h30 par jour. 1h30 par jour, je rappelle, c'est 15% de productivité. Bien sûr. La France fait 1%, un peu moins d'1% de productivité par an. Donc, on peut gagner déjà là 15 ans de productivité. Donc, ne nous en privons pas. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc, ça, c'est à l'échelle de l'individu. À l'échelle de l'entreprise, c'est différent. Je peux pas demander à mes collaborateurs tous les soirs d'aller lister sur un papier tous leurs cas d'usage. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est
très vite sensibiliser vos collaborateurs à l'IA, leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'IA, pourquoi à date c'est un super assistant et c'est pas quelque chose qui va vous remplacer. Ça aussi, on l'a jamais vu encore, donc peut-être qu'on peut l'imaginer, mais c'est pas arrivé. Je pense pas que ça arrive à court terme. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IA? Comment ça fonctionne? Quels sont les outils qui existent? Montrer des cas d'usage de collaborateurs et leur parler des risques et des dangers. Ça, c'est un peu des sessions qu'on appelle nous de sensibilisation à l'IA pour vraiment dire aux collaborateurs, on y va. On y va et on n'a pas le choix. Donc, Et toi, tu proposes quoi? Plutôt une sorte de comité de réflexion pour pouvoir identifier, pour éviter de se disperser, que les gens fassent la même chose à plusieurs reprises? Ouais, mais au début, il faut y aller. C'est un pilotage de chantier, en fait. Ça. Un petit peu, mais au début, il faut le faire à grande échelle. Nous, on fait des sensibilisations de collaborateurs, on met tout le monde sur un webinaire et on vous dit pendant 2 heures, on va vous expliquer ce que c'est que l'IA et comment vous allez pouvoir l'utiliser et les dangers qui sont attachés à cette technologie. Donc, sensibiliser, ça se fait rapide. Nous, on le fait beaucoup. Si vous voulez le faire en interne, vous pouvez le faire en interne, ça marche très bien. Ça, c'est la sensibilisation. Vous pouvez écrire une charte à côté de tout ça, une petite charte IA, les bonnes pratiques à respecter pour être sûr que les gens fassent pas n'importe quoi avec de l'IA. Les chartes, c'est bien. Mais attention, c'est bien quand les personnes les lisent. Voilà, souvent, elles ne sont pas lues. Donc, il faut faire une charte, mais il faut la diffuser. Donc, je sensibilise, je fais une charte, et après, il y a 2 grandes étapes pour nous. Je fais un audit des cas d'usage, là aussi, interne ou externe, hein, mais je fais un audit des cas d'usage de l'outil et de la feuille de route. C'est-à-dire qu'il me faut que je teste les outils d'IA sur tous les cas d'usage de l'entreprise et que je choisisse à la fin et que je fasse une feuille de route sur, OK, voici l'outil d'IA qui a été choisi pour l'entreprise, le ou les outils, 2-3 outils potentiellement. Voici comment on va les déployer à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, à 36 mois. Et donc là, vous avez une feuille de route qui est claire. Au moins, les collaborateurs ont été informés. Derrière, on a choisi l'outil, on a trouvé tous les cas d'usage possibles sur lesquels l'IA peut nous aider. 3e étape, on forme. Le plus tôt possible, on forme les collaborateurs pour déjà déployer tous les cas d'usage de l'IA qui sont, on appelle des quick wins. Parce qu'en fait, il y a plein de quick wins dans l'IA. Je peux gagner 2 heures par jour en utilisant ChatGPT déjà. Donc, avant de mettre des projets à 500 000 euros sur la table pour développer je ne sais quelle IA, commençons par skier. Les Américains appellent ça les low hanging fruits. Et il y en a plein. Il y en a plein dans l'IA. Donc, attrapons déjà tout ça et de le faire par ces 3 étapes. Ça marche bien. Ça a été prouvé. Là aussi, un petit point intéressant, j'étais interviewé par Le Monde il y a 2 jours, on en parlait, et c'était assez marrant, ou hier, pardon. On parlait de la dernière étude du MIT qui est sortie il y a un mois et demi, et qui nous dit que 95% des projets d'IA ne marchent pas. Donc ils sortent ça en grande pompe, donc tous les médias sortent ça en grande pompe, c'est super, incroyable, on va faire redescendre la vague IA, on va faire les gros titres, l'IA ça marche pas, c'est nul, bref. Et on creuse un peu dans ce papier-là, et en fait, on se rend compte que les projets d'IA, déjà, c'est que des très gros projets. Il n'y a jamais de petits projets rapides, quick win. C'est que des gros projets, c'est que des automatisations, c'est que des développements d'IA dont on sait, nous, pertinemment, et quand je dis nous, j'ai rien inventé, hein, donc on sait, nous, le marché, c'est à peu près que ça ne fonctionne pas. Mais les grandes boîtes ont testé, et je comprends qu'elles aient testé, parce que pour le coup, elles ont des gains d'échelle à faire qui sont énormes. Donc, elles ont testé des gros projets d'IA qui ne marchent pas. Et le papier, c'est 95% des projets IA ne marchent pas. Sauf qu'elles ont oublié, le MIT a oublié d'aller poser la question à des boîtes de 150 personnes, de leur dire mais est-ce que vous avez mis du ChatGPT? Est-ce que ça fonctionne? Parce que ça fonctionne. Et ces boîtes-là, elles témoignent pas. Ces boîtes-là, elles sont pas dans les médias. Ces boîtes-là, elles font pas des études avec le MIT. Par contre, elles sont toutes en train de faire gagner 1h30 par jour à tous leurs collaborateurs. Et nous, on voit les gros projets, ça a peut-être quand même permis de faire avancer des choses. Et en plus, comme un laboratoire qui fait de la recherche pour un vaccin contre le cancer, par exemple, mais qui, au passage, s'aperçoit qu'il peut y avoir des applications qui, derrière, vont faire gagner du temps. Complètement. C'est pour ça que, en plus, c'était pas inutile, mais c'est dommage d'aller titrer les projets IA ne marchent pas, 95% des boîtes sont... Tu sais qu'il y a un peu de politique derrière là-dessus. Bien sûr, mais c'était 95% des boîtes sont déçues de l'IA, sauf toutes celles qui l'utilisent comme il faut et qui en fait forment leurs collaborateurs à utiliser un ChatGPT. Trouvez-moi un collaborateur formé à ChatGPT qui vous dit ne pas gagner 1 heure par jour, je veux le voir sur le plateau et qui m'explique comment c'est possible. À moins qu'il ait pas de main ou pas d'ordinateur, c'est pas possible. Donc c'est vraiment ce sujet important. Il y a beaucoup à aller chercher. D'ailleurs, on a vu, alors, je sais plus où j'ai vu, mais récemment, Mistral a commencé à prendre cette position-là. Mistral, c'est une boîte qui développe des outils, qui fait quand même et plutôt dans la partie, je dirais, très technique de l'IA. Et ils ont commencé à mettre la petite musique récemment de est-ce qu'on commencerait pas à mettre un chatbot dans les mains des collaborateurs pour leur faire des cas d'usage déjà simples. C'est pas parce que c'est un cas d'usage simple que c'est pas utile. Donc, même eux qui sont très dev, très automatisation, rentrer de l'IA dans des process, commencent à dire en fait, il y a beaucoup à aller chercher sur ce que fait OpenAI.
D'accord. Alors, je vais prolonger là-dedans sur l'histoire de la provocation par rapport au dossier de MIT. On a tous en tête les phrases aussi d'alerte de Bill Gates il y a quelques temps, qui disait, attention, il y a quand même une dangerosité sur la profusion d'IA, etc. Qu'est-ce que je dois retenir? Est-ce qu'on a vraiment... on a quelque chose à craindre? Et là, je vais plutôt être provocateur par rapport aux gens qui sont rétifs par rapport à ça. Oui. Il y a beaucoup de choses à craindre, c'est à peu près sûr. Aujourd'hui, il y a deux dangers principaux. Il y a un danger, je dirais, court terme, un danger court moyen terme, un danger long terme. Le danger long terme, il est dur à imaginer. Est-ce que des IA demain peuvent faire tout notre job? Ça peut être un appauvrissement du raisonnement, de la logique, comme tu dis. Ça peut être un appauvrissement complètement de certains automatismes qui vont décharger par rapport à ça. Et ça, malheureusement, je le mets dans le court terme. On va venir, mais ça va arriver très vite. Mais je pense que sur du très long terme, qui serait plutôt et des thèses logiques, de est-ce que l'IA va faire le job à 100% à notre place? Est-ce que les robots seront des IA? Est-ce qu'on va avoir des IA manipulées et qui manipulent les gens? Est-ce qu'on sera gouverné par des IA? On peut tout imaginer, honnêtement. À la fois ceux qui disent on y arrive demain, je trouve que c'est un peu bête. Ceux qui disent on n'y croit pas, nous on est des humains, on est plus intelligents que la moyenne. Attention, on ne sait pas. Donc faut être lucide, je pense, et faut se dire. Et du coup, être lucide, c'est se dire le risque existe. Le risque à long terme, il existe. Une partie conséquente de l'argent levé par OpenAI, Anthropic et compagnie aujourd'hui est fléché vers la sécurisation des IA. Eux-mêmes ont peur. Dans toutes les prises de position, Sam Altman, Daryl Amorey d'OpenAI et d'Anthropic disent on a peur. Et même eux ont des points de doute. Donc si eux ils en ont, nous, de manière assez lucide, on en a aussi. On voit bien au niveau de l'Europe et des différentes réglementations qui se mettent en place, l'IA Act, et puis demain d'autres, puisque quand j'ai participé à des conférences sur l'IA Act, je m'aperçois que même les gens qui sont en charge de la supervision se disent, de toute façon, quand on décide quelque chose, c'est déjà dépassé au moment où on le met en place. Exactement. Donc, ça va tellement vite. Donc, effectivement, c'est cette réglementation qui doit... Et je te rejoins sur le sujet de... Il faut pas en avoir peur, mais il faut pas non plus sentir que c'est open bar et que tout va se passer tranquillement. Exactement. Il faudra quand même flécher et guider cette évolution. Il va falloir